question, c'était avec le mouvement MeToo, on a vu, il y a alors soit une libération de la parole des femmes, on considère ça comme une libération de la parole des femmes, ou sinon il y en a qui parlent de la délation. Mm. C'est trop facile de tomber sur un homme, de le rendre public, Mm. de s'acharner publiquement sur lui. Qu'est-ce que vous pensez? Plutôt délation ou plutôt libération de la parole, dénonciation? Ok. Alors moi déjà je trouve que le terme de libération de la parole n'est pas adapté dans la mesure où il ne s'agit pas d'une libération de la parole mais d'une prise de parole. Il faut redonner en fait une tournure active à cette action des femmes d'avoir parlé des agressions sexuelles qu'elles subissent. Et je pense qu'il faut replacer cette prise de parole dans l'histoire longue d'une prise de parole des femmes sur ces questions, sachant que au moins depuis les années 1970, il y a une pratique féministe de la prise de parole sur ces questions, à la fois dans un environnement militant, mais aussi dans les médias, dans des publications, dans des ouvrages, ce qui fait qu'on en est finalement à un nouveau moment de cette prise de parole des femmes. Donc pour moi, il ne s'agit absolument pas d'une forme de délation, puisque l'objectif de cette prise de parole, c'est à la fois d'attirer l'attention du public sur un problème qui est présent dans nos sociétés, et c'est aussi de partager entre femmes une expérience commune afin de montrer l'ampleur de cette réalité sociale. D'accord, mais justement, cette réalité sociale a été montrée à travers un hashtag sur les réseaux sociaux, par exemple, surtout. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment l'endroit adéquat pour le faire? Est-ce qu'il n'y avait pas, c'était public en fait, du coup, c'est sur un réseau social. Est-ce que c'était pas mieux d'aller directement en commissariat, auprès de personnes aptes à résoudre, à nous écouter sur ça, à écouter les femmes? Et ça ne me dérange pas de mettre plusieurs là, parce qu'en fait, sinon je. En fait, voilà. Ouais. Ok. Alors, en fait, il y a deux niveaux. Les femmes peuvent individuellement régler un problème qui leur est propre en allant au commissariat, en allant résoudre la question d'un point de vue judiciaire. Mais là, dans cette affaire Balance ton port MeToo, il ne s'agit pas en fait de problèmes individuels. Il s'agit en fait de construire un collectif autour d'un problème public. Et donc, c'est le cas pour cette prise de parole des femmes sur les questions sexuelles. C'est vraiment cette idée que le privé est politique et que là, on n'est pas face en fait à une somme de problèmes privés, mais à une expérience commune qui devient en fait le problème non pas d'individus, mais de la société entière. D'accord, et vous avez dit que c'était un phénomène déjà dans les années 70, je crois que vous avez dit. Et comment vous expliquez du coup que là ça avait pris encore plus d'ampleur, encore plus de monde s'est uni autour de ce phénomène-là? Bon, peut-être parce qu'il y avait les réseaux sociaux, justement, Ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour vous ou c'est la principale? Oui. Alors moi, à mon avis, il y a des formes de continuum entre la prise de parole des femmes sur les questions des violences qu'elles subissent à la fois dans les médias grand public, dans des médias qu'elles ont créés, dans des ouvrages et aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a une différence majeure, on est dans une époque nouvelle, c'est que les réseaux sociaux permettent de donner une idée du nombre de personnes touchées. C'est vraiment ça la différence des réseaux sociaux, c'est que tout d'un coup, on a vraiment l'impression d'une ampleur énorme, là où les publications dans les journaux ou dans des ouvrages pouvaient donner l'impression qu'effectivement c'était une expérience partagée, mais ne permettaient pas véritablement de dénombrer cette expérience. Donc les réseaux sociaux donnent une ampleur nouvelle par cet effet de nombre et par le fait de rendre comptables en fait ces expériences. C'était votre question? Ouais, c'était ça. Et du coup, avec les réseaux sociaux, en plus, on a vu certaines femmes, enfin, je sais pas si on peut dire la majorité, mais elles ont pas hésité à donner leur nom de l'agresseur, de divulguer publiquement le nom de l'agresseur. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il fallait le faire, notamment sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il fallait le garder pour notamment porter plainte
contre cette personne-là, devant les juges, devant la police? Alors là, je pense qu'on est devant un type de pratique qui est propre aux mobilisations collectives et qu'on appelle le name and shame. Donc ce sont des pratiques que l'on a vu se développer dans les mouvements féministes depuis les années 70 ou dans les mouvements gays et lesbiens dans les années 80-90 et dans les mouvements de lutte contre le sida, où il s'agissait de dénoncer non pas des individus, mais de dénoncer en fait des personnes comme représentatives d'un système. Donc on est dans ce type de pratique, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de délation, il ne s'agit pas de s'en prendre à une personne pour faire un lynchage médiatique, mais il s'agit en fait d'arriver à mettre en avant des personnes qui sont responsables et qu'il faut prendre en charge collectivement. Et du coup, on a vu avec le mouvement Balance ton port MeToo que les médias sont quand même très intéressés au sujet et nous ont notamment laissé la parole à travers les tribunes, à travers tout ça. Il y a eu un peu la prise de position. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'était vraiment le rôle des médias d'aider en quelque sorte les femmes à prendre la parole sur ce sujet-là, et même également celles qui dénoncent des délation, par exemple, qui ont eu un moyen de parole grâce aux médias? Le rôle des médias. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense que tout objectif, je pense que l'objectif d'une prise de parole collective sur les questions de violence sexuelle, c'est vraiment d'attirer l'attention du public, et que pour attirer l'attention du public, il y a les réseaux sociaux, mais on observe ça très nettement, c'est à partir du moment où ce qui est dit dans les réseaux sociaux est repris dans les médias traditionnels que la question prend de l'ampleur. Donc les médias jouent un rôle très important dans la construction des problèmes publics. Du coup, c'était vraiment ça l'objectif, attirer l'attention des médias, et là, les médias ont été attirés par l'effet de nombre. Et effectivement, ils ont contribué aussi à créer du nombre en parlant. Mais ce qui est intéressant dans le cas de cette mobilisation autour des hashtags Balance ton port et MeToo, c'est que cette mobilisation crée automatiquement une contre-mobilisation, hein, c'est assez classique, et donc ça donne aussi de l'ampleur à ce contre-discours qui vient dénoncer cette prise de parole, qui vient s'opposer à ce type de pratique, et qui a autant de possibilités d'expression que l'avaient les femmes qui dénonçaient les violences qu'elles subissent. Donc on a finalement des effets d'amplification à la fois de la prise de parole des femmes, mais aussi d'une prise de parole adverse qui s'oppose à ce mouvement. Mais est-ce que c'est un phénomène vraiment nouveau, là, cette prise de position des médias, les médias qui donnent la parole comme ça, ou c'est plutôt un phénomène Non, dans les années 70, lorsque les mobilisations féministes autour du mouvement de libération des femmes avaient commencé à mettre en avant le problème du viol, le problème des violences conjugales, le problème aussi de la drague dans la rue, ça avait été immédiatement relayé par les grands médias, par la presse féminine, mais aussi par la presse d'actualité, par la télévision. Ça a été le cas aussi lorsque la question du harcèlement sexuel au travail émergeait à la fin des années 70, au début des années 80. Il y a eu des relais dans les journaux, à la télévision, à la radio. Donc on a des phénomènes finalement assez classiques d'amplification par les médias traditionnels que l'on retrouve ici. Et est-ce que vous pensez que le traitement justement des médias importants sur ce sujet-là peut pousser du coup, par exemple, la justice à évoluer également, par exemple la justice ou même les politiques en faveur au sujet justement des violences? Alors tout à fait, ça serait en fait l'itinéraire assez classique d'un problème public, hein, disons la construction du problème par un groupe, puis l'amplification par les médias, puis ensuite la prise en compte par le monde politique et pour entraîner des réformes. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà une mise à l'agenda politique de ces questions, et déjà une volonté de réforme autour de ces problèmes. Donc on a effectivement un effet mesurable assez immédiatement de cette mobilisation. Mais il faut quand même se rendre compte que ces politiques publiques s'inscrivent en fait dans une histoire elle aussi longue de lutte contre les violences faites aux femmes, qui sont
le propre du féminisme institutionnel, hein, donc de ces instances gouvernementales ou administratives ou étatiques chargées de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est bon. Ah bah, Parfait. c'est rapide. Merci. Merci À beaucoup. Merci à vous.